Bien, écoutez, je pense que nous allons commencer puisque pour l'instant, tout le monde arrive. Vous allez continuer à arriver, j'espère. Donc aujourd'hui, nous allons revenir dans les régions françaises puisque cette fois-ci, et la semaine prochaine, nous allons parler de la variété, de la pluralité des langues parlées en France et du français parlé dans les régions. C'est une partie pour moi nouvelle de cette présentation. Je ne l'ai pas encore faite. Ce sont donc des séances toutes neuves que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous faire une petite introduction déjà, et puis nous parlerons des langues parlées en France. Je ne pense pas que nous aurons le temps de terminer toute cette thématique en une fois. Nous le continuerons la semaine prochaine, mais nous allons déjà commencer. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter en petite introduction cet aspect de pluralité des langues pour la France. Voilà, donc cet indicateur. Et je voudrais que nous essayions de comprendre bien pour cette séance et la semaine prochaine que nous allons parler de deux choses différentes. А можно попросить микрофон? Слышно вас. Можно попросить микрофон? Merci. Donc, je voudrais surtout que nous comprenions que je vais vous parler de deux choses complètement différentes. D'une part, je vais vous parler des différentes langues régionales, dans différentes régions, que l'on parle sur le territoire de la France. Et d'autre part, je vais vous parler des différentes variantes régionales du français. C'est-à-dire que sur le territoire national, il y a beaucoup de langues qui sont parlées et le français est une de ces langues. Nous avons l'habitude de parler du français, mais nous ne parlons pas beaucoup de ces différentes langues dont nous allons parler aujourd'hui. Le français étant donc une de ses particularités. Et puis, comme le français est la langue nationale du pays, tout le monde en France parle français, mais parfois, il y a des variétés régionales de cette langue qui est le français. Donc, il faut bien comprendre que ce sont deux choses différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des langues différentes? Historiquement parlant, c'est assez facile à comprendre. Si nous remontons à l'histoire de France, nous avons à un certain moment de l'histoire de la France une division en dialectes de la zone nord, la zone d'Oil, de la zone sud qui est la zone d'Oc. Nous avons des langues germaniques qui sont dans le nord et l'est de la France. Nous avons une zone de breton, une zone de basque, et chacune de ces zones se divise en différents dialectes. Ces dialectes se sont ensuite un petit peu réunis en langues différentes, mais ils sont tout de même différents. Vous voyez que la couleur nous indique qu'il s'agit de langues absolument différentes. Et sur cette carte que nous allons voir beaucoup de fois, parce que cette carte, je vais l'utiliser pour toutes ces présentations, sur cette carte, nous voyons là aussi par des couleurs qu'il s'agit de langues différentes. Chacune de ces langues se divisant ensuite en dialectes et en variantes régionales. Mais ce sont des langues différentes. C'est bien le basque, le catalan, le corse, l'alsacien, le flamand, le normand, le breton, etc. Pour vous prouver que ce sont véritablement des langues différentes, nous pouvons ici prendre l'exemple du mot qui veut dire maison, la maison, qui est donc ce qui se dit maison en français, mais qui va se dire
de façon tout à fait différente dans certaines régions, et ce ne sont pas des variantes, ce ne sont pas des déformations du français, ce sont des mots de la même famille, des langues de la même famille, comme l'espagnol, l'italien, sont des langues de la même famille que le français. Ce sont des langues qui existent en parallèle. Donc, vous avez moison, maison, maison, mais vous avez ti, vous avez hus, vous avez ustau, vous avez moison, cagna, case, exte, usto, etc., que vous pouvez donc ici comprendre que ce sont des choses différentes dans les différentes régions. Alors, on a une question très amusante qui est de savoir combien de langues parle-t-on en France? Et c'est une question qui est régulièrement posée, et il s'avère que la France est un des pays d'Europe dans lequel on parle le plus grand nombre de langues différentes. Je parle bien de langues. D'ailleurs, je n'utilise rarement le terme de patois ou de dialecte, mais ici, je parle véritablement de langue au sens linguistique du terme. Dans le rapport de Sercingilini de 1999, on a une estimation de 15 langues différentes parlées sur le territoire dit hexagonal, donc de la France qui se trouve en Europe, si j'ose dire, et de quelque chose comme 75 langues différentes si l'on prend en considération les langues parlées dans les territoires d'outre-mer. Pourquoi? Parce que vous voyez que, par exemple, en Guyane, ne serait-ce qu'en Guyane, il y a déjà une très grande liste de langues différentes qui ne sont pas des dialectes l'un de l'autre. Ce sont véritablement des langues complètement différentes les unes des autres. Et vous avez la même chose avec la Nouvelle-Calédonie, qui est donc un archipel avec des îles, et les îles sont isolées les unes des autres, ce qui explique qu'il y a des langues différentes. Vous avez sur la Nouvelle-Calédonie, l'île principale qui s'appelle Grande Terre, vous avez déjà cette liste de langues différentes, et sur les îles Loyauté, vous en avez encore une certaine quantité. Donc, il faut bien comprendre que quand on a dans la constitution de la France que le français est la langue de la France, c'est une approximation qui n'est pas véritablement exacte, puisqu'en réalité, il y a beaucoup de langues qui sont parlées dans ce pays-là. Et d'autre part, il y a un certain nombre de langues qui sont parlées sur le territoire français par des habitants de la France et par des Français, mais qui ne sont pas liés à une certaine région particulière. Et cela peut être aussi bien l'arabe dialectal que l'arménien, le berbère, le judéo-espagnol, le romani, le yiddish. Donc, un très grand nombre de langues différentes. Il faut en être conscient parce qu'on a souvent l'impression que la France est un pays monolingue. Ce n'est pas vrai du tout. La France a un très gros problème avec ces langues et on en a beaucoup parlé à propos du breton. Nous reparlerons tout à l'heure du breton, mais je veux attirer votre attention à propos du breton parce qu'on en a parlé plus souvent que à partir des autres, et notamment cela a été relaté dans un très beau livre qui s'intitule Le cheval d'orgueil, mémoire d'un breton du pays de Bigouden, Pierre-Jacques Elias, qui est sorti en 1975 et qui a raconté comment est-ce qu'il a passé son enfance. C'est un très vieux monsieur, je ne sais même pas s'il n'est pas mort maintenant. Il avait donc raconté des souvenirs de sa très petite enfance et a parlé des souvenirs de ses grands-parents. Et c'était une époque, donc au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, où il était défendu de parler breton et de cracher à terre. Donc, ce sont des affiches, qui ne sont pas des affiches inventées, ce sont des véritables affiches qui étaient dans les écoles françaises au début du XXe siècle. Et on faisait porter
aux enfants dans les écoles ce que l'on appelait un symbole, ou même parfois une vache, mais généralement on appelait ça un symbole, qui était un objet que devait porter accroché à son cou un enfant qui avait parlé sa langue maternelle, donc par exemple le breton, à l'école. C'était interdit de parler autre chose que le français à l'école. Alors si un enfant était pris à parler sa langue maternelle, on lui accrochait un objet, donc n'importe quel morceau de bois, un objet comme cela, et il essayait de trouver un autre enfant qui ferait la même chose, qui parlerait donc par exemple le breton, et lui donnait cet objet. C'était lui maintenant qui devait porter cet objet parce qu'il avait parlé sa langue maternelle. Et celui qui se retrouvait à la fin de la journée avec ce symbole autour du cou était puni et devait balayer la classe ou je ne sais pas quoi faire, mais il était puni et c'était très mal vu de parler la langue étrangère. Donc, parler une langue locale était interdit à l'école et c'était une chose contre laquelle l'administration française a lutté pendant très longtemps. Elle avait un très gros problème avec les langues régionales et le bilinguisme des enfants. Alors maintenant, c'est un petit peu différent et j'en ai pour preuve la publication de ces merveilleuses attestations de déplacement dérogatoire. Vous savez peut-être que les Français, pendant l'épidémie de Covid, surtout pendant le premier confinement, ont décidé que si vous devez sortir de chez vous, vous devez montrer un papier que vous écrivez vous-même, que vous imprimez sur votre imprimante, si vous avez une imprimante, ou que vous écrivez à la main, pour expliquer où vous allez, pourquoi vous sortez de votre maison, à quelle heure vous êtes sorti, à quelle heure vous allez rentrer. Et cette attestation dérogatoire a été écrite dans différentes langues locales de la France. Par exemple, vous l'avez ici, là c'était en basque, ici c'est en provençal, ici c'est en alsacien et ici c'était en breton. Donc, on pouvait la trouver sur Internet et la télécharger dans la langue que l'on voulait. Donc, comme vous voulez, bilingue, vous avez ce texte bilingue, mais vous aviez le droit de l'utiliser, de le remplir en langue locale. Mais c'est un gros progrès et actuellement, ces jours-ci, à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui est discutée sur l'utilisation des langues régionales en France. Il y a des gros débats, des très grosses discussions. Ce n'est pas encore certain que ce projet de loi passe. Alors, ça, c'était les langues. Et puis, nous parlerons aussi, mais en deuxième partie, donc la semaine prochaine certainement, nous parlerons des variantes régionales du français. Donc, ici, je vous ai mis sur la diapositive ces deux livres. Je les ai moi-même en vrai dans ma bibliothèque et j'ai commandé le troisième. C'est notamment un projet qui étudie les variantes régionales du français. Et ça, pourquoi est-ce qu'il y a des variantes régionales? Eh bien, c'est parce que la langue de cette région particulière de la France, qui est l'île de France, c'est-à-dire la région dans laquelle se développait la cour du roi et l'aristocratie, a fini par se développer, vous voyez, c'est la même couleur, sur tout le territoire du pays, en tant que langue nationale, se superposer aux langues régionales qui existaient à la périphérie. Et c'est donc ces variantes qui vont être un petit peu colorées par les langues régionales que nous allons envisager, donc des variantes du français. De quoi s'agit-il? Il s'agit par exemple du français méridional, du français d'Alsace, du nord de Bretagne, de Corse, de Franche-Comté, de Lorraine, le parler gaga, le parler lyonnais, le parler savoyard. Ici, vous avez par exemple tiré de ce livre de Mathieu Avanzi les différentes dénominations de cet objet que l'on pourrait appeler en russe quelque chose comme graphine et qui en
comme il s'avère, c'est basé sur des enquêtes sociolinguistiques en temps réel actuellement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de variétés différentes. On ne dit pas partout un pichet, on dit parfois un broc, on dit une cruche, on dit un pot d'eau, on dit un pot à eau, ou et encore on dit une carafe dans certaines régions. Donc il y a des variantes lexicales, mais pas seulement lexicales, des variantes phonétiques et des variantes grammaticales. Et puis, il y a un phénomène très intéressant qui existe en France, qu'on a nommé, c'est en fait les différents écrivains, les différents chercheurs qui ont nommé ce phénomène la glottophobie, c'est-à-dire en réalité l'attitude négative envers l'accent régional, pas l'accent étranger, mais l'accent régional en français. Et on s'est aperçu très récemment que beaucoup de personnes étaient discriminées parce qu'elles avaient un accent, et alors que dans la constitution du pays, ce n'est pas indiqué, ils ne peuvent pas faire valoir qu'ils ont été discriminés à cause de leur accent. Donc ça, c'est un phénomène sociétal en France qui n'est pas récent, mais la prise de conscience de ce phénomène est récente. Alors ça, c'était donc l'introduction. Je vous propose maintenant de passer tout de suite à la première partie de ce travail, qui est donc l'explication des différentes langues parlées en France. Donc, il y a ici 4 différentes séries, différents groupes. D'une part, nous avons des langues qui ne sont pas des langues romanes, et d'autre part, nous avons les 3 autres qui sont des langues romanes, mais dans 3 classes différentes, les langues d'Oïl, l'arpitan et l'occitan. Et bien sûr, je ne vais pas du tout parler des langues parlées dans les territoires d'outre-mer, parce que d'abord, vous avez compris, il y en a énormément, et d'autre part, je ne suis absolument pas qualifiée pour parler de ces langues des différentes régions outre-mer de la France. Alors, pour la première partie, de quelle langue non issue du roman il s'agit? Eh bien, vous le voyez sur cette diapositive, il s'agit de l'alsacien, du corse, du catalan, du breton et du basque. Alors, c'est pareil, nous allons voir très souvent cet arbre un peu simplifié, un peu schématique des langues indo-européennes, et nous allons voir donc que la plupart du temps, nous parlons de langues romanes, ici, dans cette partie, mais également les langues issues du roman, nous le verrons plus tard. Ici, nous sommes dans les langues romanes non issues du roman, le corse, le catalan par exemple. Parmi les langues celtiques, nous avons le breton. Parmi les langues germaniques, nous avons l'alsacien. Et puis, nous avons le basque, dont nous ne savons absolument pas d'où il sort. La source, disons, l'origine historique et étymologique du basque n'est pas encore déterminée par les chercheurs. Il n'y a pas d'opinion précise sur cette question. Donc voilà la répartition de ces langues non issues du roman sur la carte, donc l'alsacien, le breton, le basque, le catalan, le corse. Et nous allons tout d'abord parler de l'alsacien, donc dans l'est de la France. Nous allons retrouver dans une certaine mesure les régions dont nous avions parlé dans la diversité régionale de la France, mais aujourd'hui nous allons parler exclusivement de l'aspect linguistique. Alors vous reconnaissez bien sûr les couleurs et le merveilleux costume régional alsacien sur cette diapositive. Alors l'alsacien, au XIXe siècle, en fait, il y avait toute cette région
donc de l'Est de la France, qui parlaient des dialectes germaniques, l'alsacien qui est indiqué ici en vert, mais également d'autres dialectes comme le francique, qui est une version, donc le francique luxembourgeois, mosellan, le francique méridional, c'était des zones qui étaient des régions d'une langue qui descend de la langue franque, donc de la langue des Francs. Nous n'allons pas parler du francique, il n'y a plus beaucoup de personnes qui parlent le francique maintenant, il y en a mais vraiment pas beaucoup. Par contre, l'alsacien est une langue en bonne position. Il n'y a pas bien sûr une seule variante de l'alsacien, il y a plusieurs variétés, plusieurs dialectes, notamment dans le haut alsacien, l'alsacien du nord et l'alsacien du sud. Vous voyez qu'il y a des différentes de prononciation avec des isoglosses, c'est-à-dire des lignes qui montrent le passage d'une prononciation à l'autre pour tel ou tel nom. Et il faut bien dire que l'alsacien en Alsace est une langue qui a eu une certaine difficulté à se développer. Vous voyez que le français est en hausse et les deux variantes, aussi bien l'allemand que l'alsacien, donc l'allemand dialectal d'Alsace, l'alsacien et l'allemand standard, qui déclinent par rapport au français qui augmente. Donc, il s'agit de cette zone de la France. Vous voyez quand même des chiffres assez importants, 750 000 personnes qui ont une pratique courante, 310 000 une partie occasionnelle, et il y a des élèves dans des écoles avec enseignement de la langue alsacienne. Alors ici, juste pour vous amuser, nous n'allons pas étudier ces langues de la France, mais juste pour vous amuser, et je vous enverrai la présentation, vous pourrez les retrouver. Vous voyez à quoi ressemblent quelques expressions de l'alsacien. Donc, bien sûr, c'est une langue germanique, donc on retrouve beaucoup de choses du germanique. Ici, nous avons des extraits de bandes dessinées de Tintin en alsacien, avec le capitaine Haddock qui injurie ses adversaires. Et nous voyons ici à quoi cela correspond en français. Ici, une réplique beaucoup plus calme. Je ne vais pas les lire, je ne saurais pas le lire, je n'ai pas la prononciation alsacienne, même si je sais l'allemand, je ne suis pas sûre que l'on doive prononcer l'alsacien comme on prononcerait de l'allemand. Donc, si vous connaissez un peu d'allemand, vous pouvez reconnaître beaucoup de choses, mais je pense que la prononciation est différente. Donc, voici la traduction française, ou plutôt l'original français de cette page de la bande dessinée de Tintin. Donc, là, nous avions des chiffres pour un petit peu avant. Ici, en 2014, les derniers chiffres donnent non pas 7 500, mais 800 000 locuteurs sur 1,5 million d'habitants de la région. Donc, un tiers déclare bien parler l'alsacien, un autre tiers savent un peu la langue, et un troisième tiers ne comprend pas cette langue. Et quand on parle d'enseignement bilingue, c'est ça qui est grave, si j'ose dire, dans cette région, quand on permet un enseignement bilingue, donc de 2 langues dans la région, ce n'est pas l'alsacien qui est enseigné, c'est l'allemand, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Deuxième langue dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le breton, présenterai en breton. Je ne connais pas du tout le breton, je n'y comprends rien du tout, je n'ai jamais fait de breton de ma vie. Le breton est une langue celte, et là aussi c'est une langue qui est
qui se porte bien en France. Vous voyez d'ailleurs un certain nombre d'affiches humoristiques sur le fait qu'il vaudrait mieux apprendre le breton. Vous voyez, on lui a fait un tatouage avec un mot déformé de breton. Là, il a une jeune fille qui lui répond « il comprend rien ». Il aurait dû apprendre un peu de breton et il peut s'inscrire aux leçons de breton. Alors, comme toujours, le breton est une langue qui est représentée sous forme de quelques dialectes, le vantais et trois autres régions, le Cairn, Léon et Tréguer, donc en français Cornouailles, Léon et Trégor, et il existe une variante tout à fait unifiée qu'on appelle le KLTG, qui est compréhensible par la plupart des Bretons et qui permet d'enseigner une langue unifiée. Alors, le breton est une langue très particulière dans laquelle l'élément le plus important est toujours en tête de la phrase. Donc, je vous laisserai regarder à tête reposée ces exemples qui nous disent, par exemple, ici, comme à Randresanheg, cela veut dire parler, je fais. Breton, donc je sais parler breton, donc c'est breton, Brezonreg qui se retrouve à la fin, parce que ce qui est important ici, c'est que je parle le breton, je sais le breton. Ici, je parle du breton, ce que vous entendez, c'est le breton. C'est moi qui parle breton, mais à Gomperesanheg, je parle breton, c'est moi qui parle breton. Emaron à Gomperesanheg, en ce moment, je parle, donc une forme progressive comme dans la forme en ing en anglais, ing de forme, et Bresenheg Vekkommensedanin, c'est-à-dire le breton, c'est ça que je parle, c'est donc là qui est important. Donc c'est une sorte de façon de classer l'importance des langues par rapport à la place dans la phrase. Et puis, il y a la déclinaison, les désinences, le pluriel, vous voyez, le pluriel qui se marque ici, en ou en ed. Vous avez un duel, deux yeux, c'est une forme particulière. Vous avez plusieurs formes de pluriel avec une forme collective. Un certain nombre de règles de grammaire qui sont très différentes du français. Le breton est difficile à apprendre pour les gens. Donc, vous avez des manuels de breton. On peut prendre comme exactement des manuels de français. Vous savez, un petit dialogue. Comment ça va? Tu vas bien? Et toi, comment vas-tu? Bonjour, comment ça va? Etc. Donc, on peut apprendre le breton avec des manuels traditionnels. On peut apprendre également les parties du corps. Vous avez ici les différentes parties du corps. Nous avons vu les yeux tout à l'heure. On a les deux yeux, Daoualagad. Donc, vous avez un vocabulaire. Et puis, un des mots que connaissent à peu près tous les Français en breton, c'est kenavo, cela veut dire au revoir. Donc ici, vous voyez, par exemple, dans cette carte postale ancienne, le jeune homme qui s'en va probablement à l'armée et qui dit au revoir à sa bien-aimée. Donc, kenavo, ça veut dire au revoir. Alors, quels chiffres l'on a? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc, suivant les estimations, donc sur cette carte, nous avons 290 000. En 2018, nous avons des chiffres un peu moins importants, 207 000 locuteurs, c'est-à-dire 5,5% de la population locale, ce n'est pas beaucoup. En 2016, on indiquait 46 écoles. Alors, les écoles d'Ivan, ce sont des écoles exprès pour les enfants, c'est des écoles primaires où les petits-enfants peuvent apprendre le breton. Et il y a des émissions de radio, de presse, de télé, il y a des éditions. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que le breton ne se porte pas trop mal sur le territoire de la France. Vous le voyez ici en détail, bien sûr, c'est
vers la pointe de la Bretagne, vers le Finistère, on appelle cette région le Finistère, dans le pays de Brest, qu'il y a la plus grande concentration de Bretons bretonnants, c'est-à-dire parlant le breton, et de moins en moins vers la zone gallo, c'est-à-dire la zone francophone qui parle une variante locale du français. Donc, c'est assez normal, on peut comprendre pourquoi est-ce que ça se passe, d'autant plus que cette zone est quand même assez sauvage et assez isolée. Il n'y a pas beaucoup de communication. Nous voyons ici donc les associations, le logotype des écoles d'Ivan qui existe depuis 1977 et on constate que l'affichage dans les villes, l'affichage est bilingue, donc on voit toutes les indications de ville, de direction sont données dans les deux langues, ce qui est quand même assez important pour maintenir une visibilité d'une langue ou d'une autre. Alors, troisième langue dont nous allons parler, donc langue non romane et non issue du roman, ce n'est pas simplement une langue romane, mais issue du roman de la France, c'est le basque. Le basque, en basque, ça s'appelle euskara. Donc, je vous ai dit, on n'a aucune idée, je ne peux absolument pas vous dire d'où vient le basque, et je vous mets au défi de comprendre quoi que ce soit de ce qui est écrit sur les pancartes de cette manifestation. C'est donc, comme on le dit, une manifestation en faveur des écoles en langue basque, je veux bien le croire, mais je ne peux pas le dire. Alors, je suppose que Euska, donc la base ici, puisque nous avons Euskara ici, Euska, ça doit probablement dire la basque dans cette histoire-là, mais le reste a aucune chance de comprendre quelque chose si vous n'avez pas appris le basque auparavant. Alors, le basque est une langue qui est parlée des deux côtés des Pyrénées. C'est une langue qu'on rencontre aussi bien dans le Pays basque espagnol que dans le Pays basque français. C'est une langue qui est présentée sur le territoire qui est maintenant la France depuis les temps préhistoriques. C'est-à-dire que dans les plus anciens toponymes que l'on rencontre sur le territoire de la France, il y a des mots que l'on rencontre encore maintenant et qui s'expliquent par la langue basque actuelle. Donc, on peut considérer que cette zone a depuis des millénaires été peuplée par des bascophones. D'où viennent-ils et qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, mais c'est une occupation très ancienne. Donc, comme vous voyez, bien sûr, il y a des dialectes, des variétés dialectales. Ça, c'est toujours le cas pour toutes les langues et notamment pour les langues minoritaires. Il y a eu donc en 68 une unification de 7 dialectes de la langue basque. Alors grammaticalement, c'est très très compliqué. C'est une langue agglutinante. Ergative, donc ce n'est pas du tout le même système que les langues indo-européennes que nous avons avec sujet, verbe, complément d'objet direct. Il n'y a pas de genre grammatical, il y a des déclinaisons et environ 10 cas. En russe, il y en a 6, en français, il n'y a pas de déclinaison du tout, donc 10 cas, c'est vraiment beaucoup. L'ordre des mots n'est pas l'ordre des mots SVO, sujet, verbe, objet, comme en français, mais le sujet, objet, verbe. Et même le compte, le système de comptage est un système par 20. Vous avez par exemple Hamar qui veut dire 10, Hogoi qui veut dire 20, et 30 qui se dit 20 plus 10, Hogoi Hamar, etc., etc. Alors, vous avez des cas, par exemple, les cas grammaticaux, le commutatif, le directionnel, le terminatif, le bénéfactif, le causatif, le destinatif, c'est-à-dire le destinataire de quelque chose, celui qui bénéficie de quelque chose, celui qui cause un objet, sont marqués par des désinences grammaticales spéciales. C'est
très, très compliqué à apprendre. Vous avez en plus des suffixes qui remplacent les prépositions. Vous voyez ici, pour la maison, jusqu'à la maison, depuis la maison, en provenance de l'homme, donc en provenance de, c'est une autre chose, dans la maison, chez l'homme, ce n'est pas la même chose, donc dik, ici, en ou gan, suivant la chose. Vous voyez que c'est un autre système, ça ne veut pas dire que c'est complètement fou, c'est tout simplement un autre système typologique de langue. Je vous laisse assimiler toutes ces règles. J'ai voulu vous mettre des exemples parce qu'on peut les comprendre en les étudiant, ce n'est pas complètement impossible, mais cela nécessite beaucoup de réflexion approfondie de la grammaire basque. Avec une morphologie verbale complexe, vous marquez chacun des acteurs de l'action verbale et notamment on tient compte du sexe, non pas seulement du locuteur, mais de l'auditeur, c'est-à-dire que ça ne sera pas la même forme si je parle à un homme ou si je parle à une femme. C'est pas simple non plus. Alors, pour les chiffres, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que ce n'est pas beaucoup. Ici, ils disent 50 000. Là, j'ai des données en 2008, 67 000. Donc, c'est très varié, bien entendu, parce que c'est toujours très difficile d'avoir des statistiques fiables dans ce cas-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le basque est très vivant en Espagne. Donc, ce n'est pas du tout une langue en voie de disparition. Et il y a en Espagne des chaînes de radio, de télévision, il y a des journaux. Donc, avec Internet, les bascophones français, évidemment, bénéficient de tout ce qui est publié et édité en Espagne en langue basque. Ce qui permet de soutenir cette langue. Et notamment, il y a beaucoup de livres publiés dans cette langue en France ou en Espagne. Donc, vous voyez ici dans les correspondances sur le territoire espagnol, 32% de bilingues, 17% qui comprend, donc à peu près la moitié de la population. Dans la zone non bascophone espagnole, hors Pays Basque, vous en avez quand même 12% qui sont bilingues et 7% qui le comprennent. Et le Pays Basque français, vous avez, disons, quelque chose comme 40% de la population qui comprend le basque, et notamment 30% et 21% qui le parlent. Avec un âge, bien entendu, plutôt des personnes âgées, mais bien réparti. Je dirais qu'il n'y a pas que des vieux grands-pères qui parlent le basque. Et bien sûr, vous pouvez voir notre bande dessinée. Alors, c'est un peu, notre bande dessinée de Tintin, c'est un petit peu ce que j'utilise comme ça pour montrer l'existence d'une langue ou d'une autre. Donc, ici, vous avez une petite scène très simple, rien à faire. Nous devons essayer autre chose. Attendez, je crois que j'ai ce qui convient. Il lui faut des émotions fortes. Eh bien, il va en avoir. Le personnage qui est ici est une sorte d'amnésie. Il catalepsie, il ne réagit à rien du tout. Tournesol, c'est son nom. Tu vas mourir, c'est juste pour lui faire peur. Et voilà à quoi ça ressemble en basque. Alors oui, il y a certainement des mots empruntés, puisque vous voyez Mozia, ça doit quand même être une émotion, et Tournesol, c'est le nom du personnage, mais le reste est absolument pas compréhensible, malheureusement. Et comme vous voyez, Tournesol à rasoir, alors là, ce sont des noms propres, donc on arrive à s'y retrouver, mais autrement, je n'y comprends rien, et vous non plus. Alors, je vais juste citer, parce que nous n'allons pas nous arrêter sur ces autres langues, le catalan est parlé dans une toute petite aire. Alors, c'est la même chose que la zone basque, c'est de l'autre côté des Pyrénées. Donc là, le basque, c'était à l'ouest et ici, nous sommes à l'est des Pyrénées, donc du côté de la mer Méditerranée.
Le catalan est très bien représenté en Espagne, mais il y a une zone catalophone en France, de l'autre côté des Pyrénées. Donc, le catalan est venant de la branche ibéro-romane, donc de la branche qui va donner le portugais, l'espagnol et le catalan. Ce sont trois langues différentes. Il ne faut pas confondre l'espagnol et les dialectes espagnols et le catalan et les dialectes catalans. Vous avez en France, on considère qu'il y a donc dans la région quelque chose comme 34% de personnes qui ont déclaré bien parler le catalan et d'autres et un certain nombre qui manquent de maîtrise, les autres le parlent bien. Par contre, c'est une langue qui n'est pratiquement pas reconnue en France, qui n'a absolument aucune politique de soutien. Il n'y a pas d'école en catalan, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de chaîne en catalan, rien du tout. Et les catalanophones français sont obligés de se tourner vers ce qui se passe en Espagne, ce qui est publié en Espagne et les chaînes hispanophones les chaînes en espagnol et les publications en catalan d'Espagne. Le corse, le corse, très bien sûr, est parlé en Corse. La Corse, c'est donc une île qui se trouve ici. C'est une langue qui est proche du toscan, donc un dialecte italien. Le corse est une langue qui est une bonne vitalité. Comme vous voyez, on indiquait, donc ça c'est un peu ancien comme chiffre, mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup bougé, 65% qui le parlent, même 80% qui le comprennent. C'est un sujet très sensible parce que il y a souvent des revendications d'indépendantisme en Corse et la population est favorable au bilinguisme. Par contre, le gouvernement français est contre l'institution d'un régime de bilinguisme en Corse parce qu'il pense que ça donnerait des idées à d'autres régions et ce n'est pas bien pour l'unité nationale, soin. Enfin bon, la France a un problème avec ça, il faut bien le reconnaître. Et il y a donc de temps en temps des revendications, vous voyez, d'officialisation de la langue corse. Là, c'est assez facile à comprendre. Par contre, si vous connaissez un peu d'italien ou même avec du français, on arrive à comprendre ce qui est écrit. Je ne saurais pas forcément le lire, mais on arrive à lire un dialecte roman. Alors, nous allons un petit peu avancer, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, dans la deuxième groupe des langues qui sont parlées sur le territoire de la France. Donc, maintenant, nous abordons les langues qui sont des langues issues du roman, c'est-à-dire de la variante du latin tel qu'il a été parlé sur le territoire de la France. Et nous avons trois groupes, les langues d'Oïl, les langues d'Oc et l'arpitan ou le franco-provençal qui se trouve entre les deux. Vous savez probablement que cette différence entre Oïl et Oc a été proposée par l'écrivain italien Dante qui a montré que au nord de la France, on disait Oïl pour dire oui, et au sud de la France, on dit Oc pour dire oui, et cette différence, donc Oïl, oui, Oc, le sud, c'est cette différence qui a été utilisée pour délimiter ces différentes langues. Alors, nous reprenons notre bel arbre des différentes langues que nous rencontrons sur le territoire de la France et nous retrouvons ici les langues issues du roman. Donc, le roman, c'est la branche française, si on peut dire, du latin. Nous avons le latin, là il y a une branche italienne, une branche espagnole, une branche roumaine. Nous avons la branche française qui nous donne une langue qu'on a appelée le roman, et ce roman nous donne trois branches différentes. Là, nous allons parler seulement de la branche de l'Oïl, c'est-à-dire le nord de la France. Alors, sur ce nord de la France, il y a beaucoup de variantes différentes, donc c'est tout ce qui est plus ou moins coloré ici, soit en vert, soit en jaune, soit en espèce de rose, je ne sais pas quoi. Mais nous allons aussi
éventuellement parler plus du picard, qui est une des langues plus connues de cette zone. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de langues d'Oïl différentes, dont le parisien, le francien, qui a donné ensuite le français de France. Le picard en est une autre. Là, ici, une autre représentation, il y a des langues d'Oïl à l'extérieur du territoire français, puisque la zone francophone de Belgique parle en réalité, avait en réalité une forme, une langue d'Oïl qu'on appelle le wallon. Je ne parle pas des dialectes du français, je répète, ce sont des langues différentes. Alors, cette zone est une zone assez loin du latin, puisque c'est au nord. C'est une zone dans laquelle on rencontre plus de substrats celtiques, donc de l'ancien gaulois des origines, et plus d'influence germanique, puisque c'est la zone qui a été la première colonisée par les Francs, quand les Francs sont venus s'installer sur le territoire de la France. Alors, à la période médiévale, cette zone s'est différenciée. On a vu 9 dialectes qui se sont instaurés et on peut attirer notre attention sur 2 dialectes importants, enfin 3 dialectes importants, le francien, celui de l'Île-de-France, donc de Paris, le normand, c'est la langue d'Oïl qui est partie sur le territoire de l'Angleterre. Il ne faut pas penser que, en fait, les Anglais, quand ils parlaient français au Moyen-Âge, ils parlaient français. Ils ne parlaient pas français. Ils parlaient une langue d'Oïl qui était le normand. Et les textes historiques qui ont été écrits ont été écrits dans une langue qu'on a appelée l'anglo-normand, c'est-à-dire la variante anglaise du normand, qui est une langue d'Oïl. Et puis le picard, qui est un des plus répandus. Le Cantitlène de Sainte-Eulalie est un des premiers textes écrits de langue d'Oïl connue. Vous voyez qu'il a été écrit au IXe siècle, en 880 ou 881. Une très belle écriture, très facile à lire, c'est le manuscrit original. Et quand on lit ce manuscrit, on voit très bien qu'il s'agit de langue d'Oïl et de langue du Nord, de dialectes picards, notamment par exemple le diaule, c'est le diable dans le français, et en picard c'est le diaule, et des particularités phonétiques que l'on rencontre dans cette zone. Alors pour vous amuser, vous pourrez regarder les différentes formes des différentes langues d'Oïl en comparant le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, déclaration qui a été adoptée en 1789 à la Révolution française et qui a été traduite ici dans toutes les langues d'Oïl qui existent. Donc, vous voyez ici que ça ne se ressemble pas beaucoup. Ce sont des langues différentes. Chacune de ces langues a son vocabulaire, sa grammaire. Bien sûr, il n'y en a plus beaucoup qui sont activement parlées maintenant. Il y en a 2 pages. Le gallo, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est cette langue qui est parlée à la limite de la zone francophone et de la Bretagne. Caractéristiques, il y a des sons H qui viennent des mots germaniques, il y a des sons G qui viennent du G germanique, il y a des sonorisations, il y avait des diphtongues, tout cela, ce sont des caractéristiques phonétiques des langues d'Oïl. Un ordre des mots intéressant, par exemple, vous avez l'adjectif qui se met devant le nom, par exemple, min noe capio, c'est mon nouveau chapeau, et on le voit dans les noms de villes, dans les toponymes, Neuville, Francheville, Rougemont, Vauclair, vous avez des mots, l'adjectif qui est devant le nom.
Il y a bien sûr, donc, si nous parlons du picard, qui est une des langues d'Oïl, le picard est représenté par différents dialectes. Et par exemple, ici, vous avez le picard de telle région, de Ponthieu, le picard d'une autre région, et on a traduit Tintin dans les différents dialectes de la langue picarde. Donc, vous imaginez un peu la variété que tout cela donne. Picard d'en haut, Picard d'en bas, on peut le comparer. Donc, ça, c'est le français. Et ça, ce sont deux variantes du picard. Cathieu, catio, tien, tien, co, ca pour le chat. Et bien sûr, encore des variantes locales encore plus fines si on cherche dans les différents dialectes. Et pour vous amuser, là aussi, je vous propose de retrouver quelles images sont sur cette page. Une planche à roulette, chaussure, c'est chaussures, une voiture, c'est une voiture, un queveau, c'est un cheval, un aéroplane, là il n'y a pas de changement, un bateau ou bateau, c'est le bateau. Est-ce que vous trouverez qu'est-ce que c'est qu'un capieux? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un chapeau. Les chaussures, on a vu, ce sont les chaussures. Une chemise, c'est une chemise. Des cochettes, ce sont les chaussettes. Une casaque, c'est une veste. Et marron, je suppose que c'est le foulard. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que la langue, que les langues d'Oïl, et notamment le picard, est une langue bien représentée? Vous voyez, il y a des chiffres très différents. En 98, 700 000 personnes s'étaient déclarées locuteurs du picard. En 2017, seulement 250 000 personnes. Alors, c'est très difficile en fait de savoir combien il y a véritablement de locuteurs de telle ou telle langue régionale, parce que les personnes interviewées eux-mêmes ne font pas toujours la différence entre la langue et la forme dialectale du français, la forme régionale du français. Donc ça, même les linguistes s'embrouillent souvent. Et les personnes interviewées ne savent pas toujours si ce qu'ils parlent, c'est la langue locale ou c'est du français mélangé ou du français avec un accent. Donc les chiffres sont très difficiles à interpréter dans ce cas-là. Alors, est-ce que nous avons le temps de parler de l'arpitan? Oui, on a le temps de parler de l'arpitan. C'est une bonne chose parce que comme ça, la semaine prochaine, nous parlerons des variantes du provençal, donc du sud de la France. Qu'est-ce que c'est l'arpitan? Alors, j'ai choisi d'utiliser ce terme justement pour lui donner un nom plus reconnaissable, souvent dans la langue française, dans la littérature, dans la linguistique, on parle non pas d'arpitan, mais de franco-provençal, ce qui est une mauvaise idée parce que ça ne nous permet pas de distinguer entre les langues d'Oïl et les langues d'Oc. Donc, si nous reprenons notre arbre, nous avons vu tout à l'heure, nous revenons aux langues romanes issues du roman. Nous avions l'Oïl, l'Oc et l'arpitan. Donc ici, c'est de l'arpitan dont nous allons parler. Donc cette troisième branche issue de la langue romane. L'arpitan est parlé dans cette zone géographique et c'est notamment aussi un peu dans la zone romande de la Suisse et dans une zone italienne qui s'appelle de Val d'Aoste, dans laquelle il est vraiment très bien représenté. Comme toujours, bien sûr, il existe un assez grand nombre de dialectes qui caractérisent cette langue en particulier. Et vous voyez par exemple ici
Vous avez ces formes de dialectales différentes. Pour le ciel, vous avez ciel, ciel, che, ciel, chier, chier, cielo, cher, etc., etc. Vous voyez que les formes sont différentes. Alors, c'est toujours la difficulté des langues régionales qui n'ont pas été soutenues par une politique d'unification, qui n'ont pas été enseignées dans les écoles, qui n'ont pas eu éventuellement d'écriture. Chaque langue a des dialectes qui se subdivisent en petits dialectes, surtout que nous sommes en plus ici dans une zone de montagne. Vous savez que dans les zones de montagne, comme dans les archipels où il y a beaucoup de petites îles, les langues ont tendance à se subdiviser en petits dialectes très locaux. On a proposé en 2003, vous voyez qu'il n'y a pas très longtemps, une orthographe unifiée, super dialectale, pour essayer de proposer une forme qui unifie toutes les formes dialectales compréhensibles. Alors, c'est toujours très difficile à faire passer, il y a des gens qui ne sont pas contents, ça ne marche pas toujours très bien. Et par exemple, vous avez, alors là, ce livre-là, je l'ai moi aussi ici, c'est le seul Tintin que j'ai en langue régionale de France, donc en arpitan, parce que je trouve ça très amusant. Donc j'ai le livre ici, celui qui est indiqué au milieu. Bon, je comprends parce que je connais bien l'histoire, mais autrement, c'est quand même un peu difficile à comprendre, beaucoup de détails. Et vous avez ici une autre version qui a été proposée en 2007, donc en parallèle, dans le dialogue de la région de Gruyère. Oui, le fromage de Gruyère, c'est un fromage qui est fabriqué dans cette région. Donc, vous voyez ici deux versions en arpitan, mais deux dialectes arpitans différents. Alors, est-ce que l'on peut dire que cette zone est bien couverte? Donc, vous voyez, ici, on l'appelle franco-provençal, suivant les estimations, 60 000, 80 000, sur une zone qui comprend 6 millions d'habitants. En Suisse, on considère que plus personne ne parle arpitan, ne parle franco-provençal, on parle la version locale du français, mais ce n'est pas une langue séparée, donc le franco-provençal n'est plus parlé en Suisse, et il n'y a que donc dans le Val d'Aoste, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'on considère que cette langue est véritablement parlée. Et nous allons nous arrêter là parce qu'il est l'heure, et la semaine prochaine, nous parlerons de l'occitan. Alors, si j'ai bien compris, puisque nous sommes en enseignement à distance, nous pouvons continuer la semaine prochaine, donc le 4, si je ne me trompe, le 5 mai, nous aurons une séance comme d'habitude, ce qui nous permettra de bientôt terminer ce cours sur la France plurielle. Si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre. Pas trop de questions? Beaucoup d'informations? Alors, je vous enverrai cette présentation et des petites vidéos, des petits exemples des différentes langues ou des reportages sur cette particularité des langues du français, des langues de France, pardon. Donc, je répète une fois de plus qu'il s'agit ici des différentes langues. Ce sont des langues qui ont, du point de vue linguistique, le même poids, la même signification que le français. Bien sûr, elles n'ont pas une immense littérature, elles n'ont pas tous les moyens qui sont derrière le français pour les soutenir, mais du point de vue linguistique, ce sont des langues à part entière qui sont tout aussi significatives que le français.